Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une leçon de technique d'expression et de communication. Je crois qu'on l'avait déjà commencé hier. Aujourd'hui, je vais vous donner les explications concernant le vocabulaire utilisé dans les œuvres de théâtre. Comme ça, vous n'aurez pas de problème lorsqu'on vous posera une question à l'examen régional. Un mot qui appartient au domaine du théâtre, si vous ne le comprenez pas, donc vous n'allez pas pouvoir répondre à la question, donc vous serez dans l'impossibilité de la réponse, quel que soit votre niveau. Donc faites attention à ce cours. Je vais tout vous expliquer, mais si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez poser vos questions sur le groupe. Bismillah. Bon, vous avez ce qu'on appelle l'exposition. C'est ce mot-là. L'exposition, d'après le petit Robert, c'est un nom féminin. Donc l'exposition, c'est une exposition. Et l'apostrophe, ça ne montre pas vraiment masculin ou féminin. Bon, c'est une exposition. Le petit Robert l'a définie comme étant la partie initiale d'une œuvre littéraire et spécialement dramatique. Dramatique, ça veut dire qu'il y a une relation avec ce qui est théâtre. Et où l'auteur fait connaître les circonstances et les personnages de l'action, les principaux faits qui ont préparé cette action. C'est-à-dire que l'auteur, il nous présente les personnages, nous donne des informations sur eux, sur les lieux. Par exemple, vous allez trouver dans Antigone que c'est un lieu. Bon, on va voir ça. Sur les relations qu'entretiennent les personnages entre eux, père, mère, amis, cousins, cousines, famille, bon. Ou encore aussi les indications qui sont temporelles. C'est-à-dire, et peut-être même, c'est-à-dire des événements qui sont importants pour comprendre la suite de la pièce. Sinon, on sera perdu. Comme c'est le cas dans la pièce d'exposition d'Antigone, que je vais vous montrer. Bon, l'exemple, il est là. C'est le prologue. On va le faire dans une étude de texte. Regardez là. Voilà, au début, ça commence avec le décor, des personnages qui bavardent, tripotent. Chacun fait ce qu'il fait. Et regardez le prologue lui-même lorsqu'il parle. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Bon, présentation des personnages, présentation de certains faits, et tout ça, et tout ça, et tout ça, on va le voir dans une autre leçon. Bon, regardons maintenant les didascalies. C'est un nom féminin, c'est-à-dire on dit une didascalie ou bien la didascalie au singulier. Donc, ce sont des indications scéniques qui donnent des précisions pour la mise en scène. Elles apportent les informations nécessaires sur les lieux, l'époque, les noms des personnages, leur habillement, leurs attitudes, c'est-à-dire comment ils se comportent, ou leurs sentiments, leurs actes, leur jeu, ou leur jeu avec S, il y a plusieurs jeux, dans les cas des personnages qui jouent double jeu ou triple jeu, les décors, la lumière, etc. C'est-à-dire, les lieux, l'époque, ça c'est clair, les noms des personnages, mais n'oublions pas aussi que ça montre aussi parfois pas tout le temps, les liens entre les personnages. Bon, je vous montre un exemple. Toujours au début de l'œuvre, vous avez un décor neutre, 3 portes semblables,
Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Donc, à votre avis, regardez l'écriture. Faites la différence entre l'écriture de ce qui est didascalie au début et le reste du texte lorsque le prologue parle. Bon, les didascalies en général, c'est écrit en italique, c'est-à-dire cette écriture qui est un peu oblique, c'est-à-dire elle se couche un petit peu vers la droite, c'est ça, vers la droite. Parfois, on peut trouver les didascalies au milieu d'un discours. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Bien, regardez cet exemple. Antigone murmure ici, hein. Pas envie de vivre, là, elle est en train de parler. Et regardez entre parenthèses, et en écriture oblique, c'est-à-dire en italique, et plus doucement encore si c'est possible, c'est-à-dire elle baisse la voix. Puis après, la reprise des paroles. Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur ta peau nue? Qui se couchait la dernière seulement quand on n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Vous remarquez que les didascalies, ils sont entre parenthèses là, elles sont au milieu du discours. Parfois, on les trouve devant un personnage. Par exemple, ici, Antigone murmure. Murmure, c'est-à-dire elle parle à voix basse. C'est comme s'il est en train de parler avec elle. A dit c'est une attitude. Hein. Regardez-la. Ismène a un élan soudain vers elle, c'est-à-dire une information sur le geste d'Ismène. Antigone se dresse et crie. Donc ça, c'est ce qu'elle fait. C'est une action. On peut le considérer comme attitude. Hein. C'est-à-dire, il est fâché peut-être. Ça dépend de notre lecture. Hein. Regardez ici. Ismène baisse la tête. Ismène se jette contre elle. Antigone, les dents serrées. Une fille, oui. Est-ce assez pleurer d'être une fille? Donc, regardez. Tout ce qui est didascalie, c'est très important. Regardez là. Antigone, sourdement. Non, je ne suis pas belle. Sourdement, c'est comme s'il parle. Elle ne veut pas qu'on l'entende. Elle parle de manière un peu fâchée, basse, en colère. Je crois que c'est clair. Je vais vous montrer un exemple où les didascalies se sont vers la fin d'un discours. Regardez-la. Comme c'est un peu long. Mais ça montre beaucoup d'informations sur le personnage, sur l'éclairage et sur l'arrivée de l'entrée d'Antigone, puis après de la nourrice qui la suit. Regardez là. Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis, un à un, lorsqu'il les avait présentés, bien sûr. Le prologue disparaît aussi, donc tous disparaissent. Donc ça, c'est le jeu sur la scène. Donc des informations sur ce qu'il faut faire dans cette scène-là. L'éclairage s'est modifié sur la scène. Ah, donc ça, c'est le décor. C'est maintenant une aube grise et livide dans une maison qui dort. Donc c'est l'aube, c'est le début de la journée. La lumière n'est pas encore arrivée. Hein. C'est comme le moment où on se lève pour faire la prière chez nous, les musulmans. Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus. Donc vous avez une description sur les pieds nus, sur la pointe des pieds, ce qu'elle fait. Les souliers à la main, donc c'est quelqu'un qui est en train de se faufiler en douce. C'est comme si elle avait fait quelque chose de mauvais. Elle reste un instant immobile à écouter et elle veut que personne ne sache ce qu'elle avait fait peut-être. Elle entre en silence. La nourrice surgit et la surprend. Alors là, tout ça, c'est des gestes. C'est des gestes que doivent faire les personnages
pour nous faire comprendre de quoi ils vont parler après. Je crois que c'est clair, hein? Merci. Maintenant, je vais vous expliquer ce que ça veut dire le monologue, mais spécialement en théâtre, parce que bien sûr, un monologue hors du théâtre, ça a un autre sens. Donc c'est un nom masculin, ça on le sait, je vous l'ai déjà expliqué. Donc c'est le discours qu'un personnage, seul sur scène, s'adresse à lui-même. Normalement, dans les monologues normaux, sans théâtre, c'est ce que dit quelqu'un dans sa tête, à l'intérieur de lui-même. S'il est interne, il ne bouge pas ses lèvres, il ne parle pas. C'est ce qu'on appelle la focalisation interne lorsque l'auteur entre dans la tête du personnage pour nous montrer ce qu'il pense, tous les mots qu'il pense, et aussi ses sentiments. Mais là, lorsqu'il est seul sur scène, peut-être avec un autre, l'important c'est qu'il s'adresse à lui-même. Et donc, au public, automatiquement, parce qu'il fait bouger sa bouche, il parle, il dit des mots, des phrases. Le spectateur, il doit savoir ce qu'il est en train de dire, même si ça doit être interne. Donc le monologue permet de mettre le point sur la situation, de dévoiler les pensées cachées d'un personnage, ses intentions, ses sentiments. Donc le spectateur, il doit connaître tout ça, hein, c'est important. C'est-à-dire, peut-être que le personnage n'aime pas une situation, il fait un commentaire. Ou alors, il dévoile ses pensées cachées, hein, ce qu'il va faire. Peut-être il veut arnaquer quelqu'un. Il veut faire de l'arnaque et il nous le montre, nous les spectateurs, pour que nous puissions bien suivre ses intentions. C'est ce qu'il a l'intention de faire, peut-être dans le futur. Hein. Et ses sentiments. Il veut peut-être que le personnage, il rit devant les autres personnages, mais au fond, il a d'autres sentiments. Avec le monologue, il nous les montre, nous les spectateurs. Bien sûr, sans les montrer aux personnages avec lesquels il fait des dialogues sur la scène. Je crois que c'est qu'on a déjà expliqué ça hier. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais maintenant avec cette vidéo, ce sera plus facile. Je vous montre un exemple. Regardez ce petit passage que je vous avais donné hier et où vous avez trouvé des difficultés. Hein. Regardez la nourrice. Éclate bien sûr. Regardez, c'est une didascalie éclate. Et ça montre qu'elle est un petit peu en colère. Elle éclate, c'est pas une bombe pour éclater. Hein. C'est psychologique, c'est-à-dire elle n'est pas contente, elle est un petit peu en colère. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Regardez là, il s'adresse directement à Antigone. Mais le vous, après. Donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Là, elle arrête avec le vous. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, a tatifé toujours devant la glace. Là, elle s'adresse à Antigone avec le tu. Donc regardez, et essayez bien de comprendre. Le vous, ce n'est pas Antigone. Elle parle avec Antigone avec le tu. Donnez-vous du mal. Le vous, c'est les spectateurs. Là, elle est en train de parler aux spectateurs pour leur montrer ce qu'elle a fait. Donnez-vous du mal, c'est-à-dire fatiguez-vous, éreintez-vous. Donnez-vous du mal, la répétez 2 fois pour insister là-dessus, pour les élever. Élever, ça veut dire faire grandir, éduquer, montrer les bonnes manières, c'est faire grandir un bébé jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Elles sont toutes les mêmes. Les elles, c'est les filles en général. Mais là, elle parle d'Antigone et d'Ismène, parce que c'est les 2 filles et les 2 sœurs qu'elle a fait grandir, qu'elle a élevées à la place de leur mère lorsqu'elle est morte. Elles sont toutes les mêmes, toutes les filles sont les mêmes, c'est-à-dire elles ne sont pas reconnaissantes, elles ne reconnaissent pas ce que vous faites pour elles. C'est-à-dire lorsque vous leur dites « Qu'est-ce que tu fais là ?» elles se mettent en colère, elles ne veulent pas répondre, c'est des têtes dures. Là, elles parlent avec les spectateurs. Là, c'est ce qu'on appelle un monologue, mais un monologue à haute voix
pour les spectateurs. Bien, ça, c'est juste pour vous montrer le monologue. Je reviendrai à ce passage après. D'accord ? Maintenant, je vais vous montrer ce que ça veut dire un aparté, pardon. Un aparté. Donc, un aparté, ou bien ce qu'on appelle une répartie, je vous ai donné le mot hier, voilà, il est là. Ça, les deux, elles se ressemblent. Hein. L'aparté, c'est un nom masculin. On dit un aparté. Réplique ou phrase ou réflexion. Donc, c'est une réplique. Donc, c'est une phrase ou bien une réflexion. Ça peut être un peu long de phrase. Ou bien ça peut être juste une petite expression ou un mot. Hein, ça dépend. Au sein d'un dialogue, qu'un personnage dit à part. Regardez, aparté, à part. C'est-à-dire, il ne le dit pas au personnage. Il s'écarte, si vous voulez, un petit peu du personnage et il le dit à lui-même. Donc c'est un monologue. C'est une sorte de monologue. L'aparté, c'est une sorte de monologue sur scène ou à voix basse, à l'un des autres personnages, mais que seul le public est censé entendre. Peut-être, avec l'aparté, peut-être il le dit à un autre personnage qui est présent, qui écoute. Hein. C'est comme une sorte de commentaire sur ce que dit l'autre qui est, par exemple, le A et le B parlent. Le B parle avec le A, mais à part, parfois il parle avec un personnage C pour lui montrer, pour lui dire un commentaire, comme on fait sur Facebook, hein, parfois. Mais pas avant, on l'écrit. Donc à voix basse, à l'un des autres personnages, mais que seul le public est censé entendre. Bon, donc même si c'est à voix basse, normalement on l'entend. Par exemple, je ne sais pas, je dirais à quelqu'un « Ah, tu es mon meilleur ami !» Et je fais un aparté à quelqu'un d'autre. « Et quel ami !»« Oh, tu es le meilleur que j'ai rencontré dans ma vie !» Regardez, à voix basse, mais la voix, elle porte quand même un petit peu pour que le spectateur il puisse entendre ce que je suis en train de dire. Donc c'est une réflexion sur l'amitié. C'est-à-dire, je lui dis que tu es mon meilleur ami alors que je ne le pense pas. Et je le montre. Je crois que c'est clair pour l'aparté. Je vous montre un petit exemple sur le même passage. Regardez là. Elle est en colère, la nourrice. Elle crie « Ah, c'est du joli, c'est du propre, toi la fille d'un roi !» Mais là, il n'y a pas vraiment la voix basse. Donc, on peut le considérer comme un aparté. Bon, donnez-vous du mal pour les élever, elles sont toutes les mal. Là, elle parle avec les spectateurs. Bien sûr, elle ne veut pas vraiment crier. Peut-être, elle peut crier, hein. Mais c'est normalement un écart entre le discours direct à Antigone et un autre discours direct inséré dans le discours d'Antigone, mais adressé aux spectateurs. Il commence avec « Donnez-vous du mal pour les élever, elles sont toutes les mêmes, jusqu'à même, et ça s'arrête. » Puis après, elle revient vers Antigone. Le troisième personnage ici, il n'est pas là, mais normalement, c'est nous les spectateurs. Je crois que c'est clair, hein? Maintenant, regardez, je vais vous expliquer ce que ça veut dire une réplique. Donc, je crois qu'on l'a déjà expliqué hier. Une réplique, c'est tout simplement lorsque un personnage prend la parole sur scène. Qu'elle soit longue, qu'elle soit petite, que ce soit un oui, que ce soit un non. Ça s'appelle une réplique. Donc, c'est un nom féminin. C'est la prise de parole d'un personnage sur scène. À chaque fois qu'un personnage parle, c'est une réplique. Et là, je crois qu'il n'y a pas de confusion à faire. Regardez maintenant la répartie qui ressemble un peu à l'aparté. C'est un nom féminin, une brève réplique, elle est courte, en vue de faire une remarque, une critique, sous forme d'une petite pensée de valeur, d'esprit, de sublime, d'agression. Donc là, ça s'applique sur ce passage que je vous ai tout à l'heure montré. Hein.
donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Regardez, c'est un peu agressif, c'est vrai, oui. C'est un peu agressif. C'est bon, sublime là. C'est une pensée, une petite pensée de valeur. Oui, c'est vrai, c'est une pensée de valeur. C'est l'éducation d'esprit. Bon, c'est une bonne réflexion de quelqu'un qui est adulte. Et c'est une critique, c'est une remarque qui est normalement faite à Antigone, mais via le spectateur. Bon, l'aparté, je crois que je vais chercher un autre exemple. Je ne l'ai pas encore trouvé pour bien vous expliquer l'aparté. Je le ferai lorsque j'aurai expliqué tous les autres mots. Bon, la répartie, la tirade. La tirade, on l'a expliqué hier. C'était juste des petits messages sur WhatsApp. Non, maintenant c'est une vidéo, que ça doit être clair. La tirade, donc, c'est un nom féminin, c'est sûr. C'est une longue réplique. Elle sert à informer, à expliquer, à convaincre ou à émouvoir. Bon, informer, c'est donner des informations. À expliquer, c'est expliquer à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, ou qu'il n'a pas pu assimiler. Vous lui parlez, il ne comprend rien. À convaincre, peut-être c'est pour changer l'idée d'un autre qui a sur quelque chose. Donc c'est pour redresser aussi une idée qui est fausse. Ou émouvoir, c'est pour faire bouger les sentiments chez quelqu'un. C'est ce que font les garçons en général pour les filles, hein, pour les faire tomber dans leur amour. Ils font des longues répliques, de longues réflexions pour leur montrer qu'ils les aiment et tout ça et tout ça. Et les pauvres filles qui sont émues par ces bons acteurs de garçons et qui tombent, les pauvres, elles tombent amoureuses. Je les plains. Bon, émouvant. Regardez, on a déjà fait le dernier jour d'un condamné. Tous les discours en général, toutes les réflexions faites par Victor Hugo en représentation des réflexions d'un condamné à mort, c'est pour toucher le cœur des responsables, surtout lorsqu'il s'agit de cette fameuse lettre qu'il a écrite à sa fille. Il veut émouvoir et les spectateurs, les lecteurs, pardon, et les responsables pour changer ces lois. Cette loi, cette fameuse peine capitale ou condamnation à mort. Donc ici, c'est pas Victor Hugo, c'est une pièce de théâtre. Lorsque quelqu'un parle longuement, c'est sûr, c'est pour l'une de ces raisons. Je vais vous donner des exemples. Bien, regardez maintenant cette longue tirade de crayon avec la panoplie de didascalie. Bon, regardez crayon, la regarde, et mais regardez comme c'est long, et ça continue jusqu'à la page suivante. Ça fait 2 pages et quelques. Regardez, là, au début, il est en train de l'attaquer un peu, à l'orgueil de Deep. Tu es l'orgueil de Deep. Oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, c'est-à-dire tu ressembles à ton papa. Je te crois, tu as dû penser que je te ferais mourir. Bon. L'humain vous gêne, entoure la famille, tout en tête, mort, tuer votre père et coucher avec votre mère. Bon, il lui rappelle toute l'histoire du mythe d'Oedipe et que tu es l'enfant d'une famille maudite, bien sûr. Quel breuvage, les mots qui vous condamnent. Bon, jusqu'à maintenant, il est en train de lui rappeler son histoire. Là, il fait une comparaison. Eh bien, non, ces temps sont révolus pour Thèbes. À Thèbes, moi, maintenant, je suis prince, crayon, Dieu merci, mes 2 pieds par terre, mes mains enfoncées dans mes poches. Les poches, bien sûr. Là, c'est un anachronisme parce que les poches n'existaient pas dans les vêtements à l'époque des Grecs et des Romains. Bon, c'est pas grave. Et regardez là, il est en train, c'est-à-dire je suis le maître, je suis le roi, ce n'est même pas une aventure. Et si demain un messager crasse se dévale au fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr, non plus de ma naissance, je le prierai simplement de son... Bon, dans le messager et tout ça. Regardez cette didascalie à l'intérieur du discours, il a été à elle, c'est-à-dire il s'est dirigé vers elle, il lui prend le bras.
c'est-à-dire pour montrer que c'est comme si c'est son père, c'est son tuteur, si vous voulez. Alors, écoute-moi bien. Tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit. Mais tu as 20 ans, c'est-à-dire tu es grande. Et il n'y a pas longtemps encore, tout cela serait réglé par du pain sec et une paire de gifles, c'est-à-dire la punition. Regardez la didascalie, il la regarde souriant. Alors là, il devient un peu souriant, c'est-à-dire il va essayer de l'adoucir et pour lui changer d'avis. Te faire mourir, tu ne t'es pas regardé moineau, hein, petits oiseaux. Tu es trop maigre. Grossis un peu plus tôt pour faire un gros garçon à moi, c'est-à-dire marie-toi et fais un bébé à mon fils. Thèbes a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Tu vas rentrer chez toi et tout de suite faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres, c'est-à-dire les gardiens. Et il va les tuer, bien, le faire disparaître. Allez, va! Tu me foudroies pas comme cela du regard, et ne me foudroie pas comme cela du regard, tu me prends pour une brute. C'est entendu, tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque, mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. C'est-à-dire, il essaie de lui faire bouger un peu les sentiments. Je suis comme ton pater, comme ton père. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait ce cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone, regardez cette didascalie. Antigone ne répond pas. Elle va sortir. Il l'arrête. Je crois que vous avez compris là. Il lui fait toute l'histoire de son père. Il essaye d'être un peu dur. Puis après, il essaye d'être un peu doux. Très doux quand même. Et qu'il se soucie de son sort et qu'il veut qu'elle vive heureuse comme une princesse. Bon, maintenant je vais vous expliquer ce que ça veut dire un polylogue. Un polylogue, c'est un nom masculin bien sûr. C'est un dialogue à plusieurs voix en même temps. C'est ce qu'on appelle aussi une cacophonie. Mais normalement, quelle est l'utilité d'un polylogue sur une scène? Poly, ça veut dire plusieurs. Log, c'est des discours, c'est des dialogues. C'est-à-dire, on pourra avoir, par exemple, 4 personnages sur scène, A, B, C, D. Le A et le B, ils parlent entre eux. Ils font un dialogue. Le C et le D, ils font en même temps un dialogue entre eux. Ils ne vont pas parler en même temps parce que pour le spectateur, c'est mauvais à suivre. C'est pourquoi ça s'appelle une cacophonie. Cacophonie, c'est un bruit, on ne comprend rien. Mais là, pourquoi le polylogue sur scène de théâtre? Par exemple, le A, il pose une question. Normalement, qui doit lui répondre? C'est le B. Or, le dramaturge, celui qui écrit la pièce, qu'est-ce qu'il fait? C'est le C qui va donner la réponse à D. Mais normalement, cette réponse, c'est la réponse à la question du A. Et la réponse du B, qui est normalement adressée à A, c'est comme si c'est une sorte de réflexion pour le C. C'est le D, normalement, qui doit dire cette réponse. Et vous avez un va-et-vient entre les deux dialogues. On peut avoir 3 dialogues, pourquoi pas. Et normalement, pourquoi quelques auteurs ils font ça? C'est pour montrer que il y a des dialogues qui s'interposent. C'est-à-dire, je peux faire premier dialogue papier-calque sur le deuxième dialogue, ça marche très bien. La question de A, c'est comme la question de C. Et la réponse de B, c'est comme la réponse de D, mais avec des différences. On fait ça lorsqu'on veut normalement rire. C'est dans la comédie en général. Je crois que c'est clair. Hein? Donc le polylogue, on ne le fait pas gratuitement. C'est un peu dur en fabrication, mais c'est faisable. Regardez maintenant le dramaturge. Le dramaturge, c'est tout simplement... pour le polylogue, on n'a pas un exemple ici dans Antigone. Le dramaturge, c'est qui? Bon, c'est un nom féminin. C'est un nom masculin. C'est l'auteur de pièces de théâtre en général. C'est celui qui écrit des pièces de théâtre. Par exemple, Anouilh, c'est un dramaturge. Comme lorsqu'on parle d'un poète en poésie. Bon, quelqu'un qui écrit de la poésie, on l'appelle un poète.
Quelqu'un qui écrit de la prose, on l'appelle un écrivain. Moi, je connais, il y a plusieurs auteurs qui ont toutes ces appellations en même temps. Par exemple, Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un dramaturge. Il écrit des pièces de théâtre. C'est un poète. Il a écrit des recueils de poésie. Et c'est un écrivain parce qu'il a écrit beaucoup de romans, beaucoup d'histoires en prose. La prose, c'est un texte normal, ce qu'on appelle en arabe un nathar. Bon, maintenant, je vais vous expliquer ce que ça veut dire une scène. Comment on le sait, vous avez peut-être fait le bourgeois gentilhomme l'année dernière. Le bourgeois gentilhomme, il est divisé en, si vous voulez, moi je vais dire chapitres. Bon, on ne les appelle pas des chapitres dans une pièce de théâtre. Dans un roman, oui. Mais dans une pièce de théâtre, ça s'appelle des actes. Regardez là. Un acte. Un acte. Voilà, il est là. Pardon. Je vais vous le montrer. Voilà, un acte. Donc c'est quoi une scène? Une scène, c'est une partie d'un acte. Lorsque vous avez fait le bourgeois gentilhomme, vous trouverez acte 1. Dans l'acte 1, vous trouverez scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Et une scène, c'est quoi? C'est des dialogues. Un dialogue ou des dialogues entre deux personnages ou plusieurs personnages. Voilà, c'est une scène. Lorsque les personnages, ça change, donc c'est une autre scène. Mais elles sont regroupées sous un acte. On n'a pas ça ici dans Antigone. C'est juste pour connaître ce que ça veut dire une scène. Généralement, la scène, elle est marquée par quoi? Par l'entrée ou la sortie d'un personnage ou plusieurs personnages. Là, on a ça dans Antigone. Regardez, faites attention, dans Antigone, si vous la lisez progressivement, vous ne trouverez pas séparé par des mois. Scène 1, scène 2, scène 3, scène 4 et tout ça. Mais vous allez voir qu'il y a la sortie d'un personnage, l'entrée d'un autre, de plusieurs, deux, trois, ça dépend. À chaque fois qu'un personnage entre, ou plusieurs entrent, ou qu'un personnage sort, ou plusieurs sortent, alors là, c'est le changement vers une nouvelle scène. Je vais vous donner un exemple. Regardez là, vous avez le prologue qui sort avec tous les personnages. Ils sont sortis un, le prologue disparaît aussi. Mais il y a l'arrivée d'Antigone, suivie de la nourrice. Là, c'est une nouvelle scène. La nourrice et Antigone discutent. Regardez, elles discutent. Elles discutent toujours. Ça, c'est une scène. Jusqu'à maintenant, la scène n'est pas interrompue. Regardez ici. Antigone, elle parle avec la nourrice, nounou, et tout ça, elle l'embrasse et tout ça. Mais là, entre Ismène. Ismène entre dans la pièce. Donc la première scène, elle est finie ici. Jusqu'à ce petit que je sois petite ce matin. Là commence une nouvelle scène entre Ismène, Antigone et la nourrice. On a donc 3 personnages maintenant. Regardez, elle est petite cette scène, hein, c'est une seule page. Qui sort ici, c'est la nourrice. Elle sort vite. Là, c'est une autre scène qui est entre Ismène et Antigone. Et elle parle longuement. Vous avez le thème de la mort, la punition, le tragique qui arrive. Ils vont nous tuer, ils vont... Antigone, Ismène.
Et là, vous avez la nourrice entre. Là, c'est la fin de cette scène. Pauvre Ismène. Et puis après, une autre scène qui continue, et ainsi de suite. Je crois que c'est clair pour la division d'Antigone en scène. C'est pas évident comme des chapitres, si vous voulez, dans un roman, ou comme des parties, partie 1, partie 2, partie 3. Mais avec les didascalies, on peut diviser en scènes différentes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'intermède? C'est un nom masculin, un intermède. C'est un divertissement, une représentation à l'intérieur ou entre les actes d'une pièce de théâtre, les parties d'un spectacle dansant ou chantant. Tout simplement, l'intermède, je vous fais référence au bourgeois gentilhomme. Vous avez des actes et des scènes. Parfois, lorsque un acte est sur le point de finir, dans le bourgeois gentilhomme, il y a le maître chanteur et le maître danseur qui font de la musique et qui chantent. C'est ce qu'on appelle l'intermède. Un intermède. À chaque fois, c'est un intermède. Donc, c'est les parties d'un spectacle dansant ou chantant. Là, vous n'avez pas ça dans Antigone, mais c'est pas mal de le connaître. Et regardez ce mot-là un petit peu. L'asticomiti. Prononcez-le bien. C'est pas stichomiti, c'est l'asticomiti. C'est un sticomiti. C'est un nom féminin. C'est un dialogue en théâtre, mais en vers chanté, comme Antigone de Sophocle. Toutes les pièces de théâtre de Sophocle, c'est en latin, c'est écrit en latin. C'est chanté, c'est des vers de poésie. En général, c'est des alexandrins, c'est-à-dire les vers, ils sont au nombre de 12 syllabes. Je crois que vous avez fait ça en poésie. Donc, c'est un dialogue chanté. Normalement, on le fait jusqu'à maintenant dans ce qu'on appelle l'opéra. L'opéra. Maintenant, ça existe en Italie, à Rome. L'opéra et le théâtre, il est disposé d'une certaine manière. Vous avez des étages, des balcons avec des étages les uns sur les autres. Il a gardé cette manière de construction de chez les nobles d'il y a longtemps. Parfois, on a des jumelles, des petites jumelles avec lesquelles on essaie de voir. Et bien sûr, les personnages qui présentent la pièce, c'est ce qu'on appelle des ténors. Ils ont une voix spéciale. Les hommes, ils ont une voix très très grave. Oh! Et les femmes, elles ont une voix très 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 aiguë à casser les verres lorsqu'elles crient. Je sais pas, moi je peux pas le faire. Donc c'est des gens qui ont des cordes vocales spéciales pour faire ce type de dialogue en théâtre chanté, en vers, en poésie. Bon, notre leçon d'explication, elle est finie. On va essayer de faire, au fur et à mesure, lorsqu'on va lire les pièces, on va faire comme des sortes d'exercices pour essayer de voir ces mots-là qu'on vient d'expliquer et pour nous familiariser avec les formes des différentes appellations de ce vocabulaire du théâtre. Merci et à la prochaine. Bon, si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, posez vos questions. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que vous ne vous rassemblez pas sur WhatsApp en même temps, c'est-à-dire faire 1 heure complète. Tous les élèves doivent être présents. Bon, moi, je ne peux pas contrôler si vous êtes présents. Je fais les vidéos, comme ça ceux qui ne sont pas présents, ils vont voir cette vidéo, ils vont comprendre de quoi il s'agit, même s'ils ne viennent pas à temps. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.